très heureuse de t'avoir comme allié et comme voisin de circonscription. Et grand merci à Anne Souiris, sénatrice Les Écologistes et ancienne adjointe à la mairie de Paris. Grand merci également à Adrien Clouet, député France Insoumise, d'être présent et présente ce soir. Voisin aussi, alors non, pas du tout. Député donc de Toulouse. Exactement. Haute-Garonne. Voilà. Je voudrais juste savoir, avant de commencer, est-ce qu'il y a des professionnels de santé dans la salle? Vous pouvez lever le bras, la main. C'est juste pour savoir si jamais je devais accoucher ce soir, que je sois bien prise en charge. Mais quand avec Jean-Claude, on avait prévu de faire cette réunion publique, il y avait plusieurs conditions. Pas trop proche du terme et pas trop loin d'une maternité, donc ça va. On n'est pas trop loin de la maternité de Redon, qui en plus a une bonne réputation grâce à son personnel. D'ailleurs, j'aimerais qu'on applaudisse tout le personnel qui travaille à l'hôpital de Redon 43. Voilà, je voudrais leur dire un grand merci à eux et à elles. Et vous dire quand même, ça vous rappelle rien, ça, quand on applaudit les soignants? Chaque soir, à 20h, quand le silence des rues semblait figer le pays, des millions de mains faisaient résonner l'espoir. Aux fenêtres, les Français applaudissaient et frappaient sur des casseroles pour dire merci. Battement de cœur collectif en hommage à celles et ceux qui nous soignaient et nous protégeaient. Ce n'est pas de moi, c'est d'Emmanuel Macron. Pour les 5 ans du confinement. Oui, c'est vrai que c'est beau. Et c'est clair que ça fait du bien quand on a le soutien de la population. Mais est-ce que c'est suffisant? Voilà un petit aperçu des 5 dernières années pour répondre à cette question. 2020. On court tout le temps, on fait des allers-retours incessants. On n'a plus le temps d'accompagner les patients, de les rassurer. On est là pour faire du chiffre. Une infirmière en réanimation. 2021. Je ne me reconnais plus dans ce métier. On est devenus des machines à soigner. Une infirmière. En 2022, on ne peut plus garantir la sécurité des patients. On est épuisé, on fait des erreurs. Un médecin urgentiste. En 2023, les patients sont les premiers à en pâtir. Ils attendent des heures aux urgences, ils sont renvoyés chez eux trop tôt. Médecin hospitalier. 2024, on a peur de faire des erreurs, on sait qu'on travaille dans des conditions qui ne sont pas optimales. Une interne en médecine. 2025, on sort de notre service en pleurant parce qu'on n'a pas le temps de bien faire notre travail. On est en train de se tuer. Une infirmière. Voilà le résultat de 8 ans de macronisme et son lot de politiques ultralibérales, de budgets toujours plus austéritaires, imposés par 49.3. Les conséquences de ces politiques, nous les voyons tous les jours. Surcharge de travail et manque de personnel, manque de moyens et de ressources, dégradation des conditions de travail et perte de sens, impact sur la qualité des soins et la sécurité des patients, malaise et démotivation généralisée. Ce qui se passe à Redon illustre en partie la situation dramatique que traverse notre système de santé. Depuis 2022, avec Jean-Claude, on a repris en main le dossier de l'hôpital de Redon, avec le comité d'appui de l'hôpital, qui est un collectif d'élus de tous bords politiques, d'usagers, de soignantes, de citoyens, de citoyennes, avec qui nous avons mené des actions, des mobilisations pour dénoncer le manque d'investissement dans l'hôpital public, notre bien commun du territoire qui rayonne sur 3 départements et 2 régions. Mais ce soir, on avait envie de parler en tant qu'élus de la nation, pour prendre de la hauteur et se dire que la situation de l'hôpital de Redon, elle n'est pas isolée et elle n'est pas déconnectée des politiques nationales qui sont menées par les macronistes et la droite. Alors avant de prendre de la hauteur, on va faire un petit point sur ce qui se passe ici à Redon, au moins pour Adrien et Anne. Parce que ici, le projet du nouvel hôpital, c'est un bon exemple qui montre qu'aujourd'hui, la rentabilité passe avant les besoins de santé. Et donc, c'est le thème de notre soirée, la santé avant la rentabilité. Et donc, en fait, il y a 5 ans, on valide ici la construction d'un hôpital entièrement neuf. Mais lorsque les études estiment
à partir des besoins des usagers, qu'il va falloir une superficie de 22 000 m² pour un coût de 90-100 millions d'euros, alors là, l'ARS et le ministère de la Santé mettent leur veto. Je me rappelle d'ailleurs de cette rencontre avec le cabinet du ministère de la Santé, parce que du coup, on avait vu la directrice de cabinet, on n'avait pas vu le ministre. Tu étais avec moi, Jean-Claude, et je ne sais pas si tu te rappelles, mais la directrice nous avait dit, la directrice de cabinet nous avait dit, quand on veut construire une maison et qu'on n'a pas le budget, on fait plus petit. Alors, je trouve que c'est quand même une comparaison hasardeuse parce qu'a priori, nos maisons ne sont pas des lieux publics dans lesquels on va soigner des centaines de personnes. Et ce n'est pas non plus la Sécu qui finance nos projets immobiliers non plus. Donc, suite à ce rendez-vous, l'ARS, elle décrète que le projet n'est pas soutenable financièrement pour l'hôpital. Ça veut dire que l'hôpital n'a pas un budget assez solide pour assumer. Donc, la rentabilité de l'hôpital prime sur les besoins des usagers. Résultat, on abandonne la construction d'un hôpital neuf pour passer à une rénovation de l'existant, qui est évidemment moins ambitieuse, et on passe d'un budget de 100 millions d'euros à quelques 67 millions d'euros. Et même là, c'est la rentabilité de l'hôpital qui prend le dessus sur la santé, parce que dans les 10 prochaines années, on ne fera que la moitié des travaux, et l'autre moitié, elle est conditionnée à la bonne santé financière de l'hôpital. Conclusion, si l'hôpital n'est pas assez rentable, on ne fait pas les travaux. Finalement, l'ARS et la direction de l'hôpital obéissent aux ordres du Premier ministre. En avril dernier, Bayrou envoie aux ARS, à toutes les ARS, une circulaire avec écrit noir sur blanc: il vous est demandé de porter une attention renforcée à la soutenabilité financière des projets d'investissement. Exactement ce qui se passe à Redon et ailleurs. Et donc, le financier qui détermine si on rénove ou on construit des nouveaux hôpitaux. Donc, 67 millions, c'est le coût de la rénovation de l'hôpital. Alors, ça peut paraître déjà beaucoup, mais c'est seulement 0,036% du patrimoine de Bernard Arnault. En juin dernier, d'ailleurs, il y a un délégué syndical d'une entreprise bretonne qui fait des fenêtres et qui emploie 300 personnes, qui est venu me voir dans une permanence pour me parler de la loi Fillon. C'est une loi donc, qui permet aux entreprises de payer moins de cotisations sociales. Et il était scandalisé parce que son entreprise gagne 1,5 à 2 millions d'euros par an grâce à la loi Fillon, pour seulement 300 salariés. Ça veut dire que depuis 20 ans, cette entreprise n'a pas versé 40 millions d'euros à la Sécu. Et peut-être qu'avec ces 40 millions d'euros, on aurait pu construire un hôpital neuf à Redon, par exemple. Bon, alors je reviens sur la circulaire envoyée par le Premier ministre, M. Bayrou, à toutes les ARS. La première phrase de cette circulaire, c'est « La France fait désormais partie des pays de la zone euro ayant le déficit le plus élevé ». Bon, là, on l'entend beaucoup en ce moment. Ensuite, on trouve « Pour participer à l'effort de meilleure maîtrise du déficit public, le suivi de la situation financière des établissements doit être renforcé. Il vous est demandé un suivi resserré de l'exécution budgétaire 2025 et en particulier des dépenses relatives aux achats et au personnel. » Traduction, embauchez moins de personnel et achetez moins de matériel. Ensuite, on lit aussi « J'attends que vous encouragiez, lorsque les caractéristiques de l'offre s'y prêtent et en tenant compte des caractéristiques de chaque bassin territorial, la reconstruction de l'offre sanitaire et médico-sociale au regard des objectifs de pertinence, de qualité et de sécurité des soins. » Traduction, dès que vous le pouvez, fermez les petits hôpitaux et les petites maternités pour regrouper dans les grands centres urbains, grands centres urbains qui proposent des soins plus sûrs. Et malheureusement, ce genre de discours, on l'entend souvent pour justifier la fermeture des maternités, par exemple. Bref, ce sont les lois et les budgets de Macron, de ses gouvernements successifs, qui ne cessent d'amplifier la crise hospitalière depuis la fin de la pandémie. Les hôpitaux publics ont enregistré un déficit de quasiment 3 milliards d'euros en 2024. Les déficits
des hôpitaux, le déficit des hôpitaux a explosé depuis 2021. Et pendant ce temps, les cliniques privées à but lucratif sont bénéficiaires. Alors dire que Macron, c'est le président des riches, c'est pas qu'un slogan, c'est un fait avéré et chiffré. Les 500 plus grandes fortunes possédaient 600 milliards en 2017. Aujourd'hui, c'est plus de 1200 milliards d'euros, donc plus du double. Alors comment est-ce que c'est possible ? Tout simplement parce que d'année en année, Emmanuel Macron, ses ministres creusent la dette en faisant cadeau sur cadeau aux riches, suppression de l'ISF par-ci, baisse de l'impôt sur les sociétés par-là, exonération de cotisations sociales par là-bas. Et après, on veut faire croire que ce sont les fraudeurs et les immigrés qui creusent la dette. Il faudrait donc se serrer la ceinture pour rembourser tous ces cadeaux. Vous avez peut-être vu d'ailleurs le dernier scandale de Bayrou, mais je crois qu'Adrien t'en parlera tout à l'heure aussi. Comme il sait que sa place ne va pas durer très longtemps, il a doublé la franchise médicale par décret. Enfin, c'est ce qu'il veut là, aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui, ouais. Donc en fait, il va utiliser le décret pour aller faire... sans passer par le vote, évidemment. Voilà. Encore des mesures scandaleuses. Je laisserai Adrien en parler tout à l'heure. Et d'ailleurs, juste pour vous dire, sur le doublement de la franchise médicale, même le conseil d'administration de l'assurance maladie le refuse. Voilà, en tout cas, simplement pour vous dire, et je terminerai là-dessus, que les soignants méritent mieux, que les patients méritent mieux, que le pays mérite mieux, que d'autres politiques sont possibles. Nous voulons une société plus juste, et évidemment que les gros payent gros et que les petits payent petits. Les Françaises et les Français, d'ailleurs, sont d'accord avec nous, puisqu'ils ont voté en majorité pour nous l'an dernier. Et donc, voilà, on ne va pas faire non plus semblant d'ignorer ce qui se passe dans le pays en ce moment, que si le gouvernement tombe, ou en tout cas, il va tomber la semaine prochaine, c'est parce qu'à Redon, comme ailleurs, les gens en ont marre de voir leur service public sacrifié sur l'autel de la rentabilité. Et si le gouvernement va tomber, c'est aussi grâce à une pression populaire. Et je voudrais aussi rappeler la grosse mobilisation du 23 mars 2024, où il y avait 4500 personnes qui sont descendues dans la rue ici à Redon pour défendre l'hôpital public. Et donc, tôt ou tard, la mobilisation, elle finit par payer. Et tôt ou tard, Emmanuel Macron fera aussi ses valises, car nous refusons de continuer à voir nos services publics s'écrouler à cause d'une politique de rentabilité. Du coup, je te laisse la parole, Jean-Claude. Merci Mathilde, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là en cette semaine de rentrée. On sait que ce n'est pas la plus reposante de toutes. Donc moi, je suis député de Loire-Atlantique. Pour autant, j'ai coutume de dire que l'hôpital de Redon-Carentoire est le 4e de ma circonscription, puisqu'il concerne, pour un quart de ses usagers et usagères, la partie du pays de Redon qui se trouve de l'autre côté de la Vilaine. Alors pour commencer, je voulais vous dire que s'il y avait un point commun entre ces 4 établissements, ce sont les difficultés structurelles qu'ils rencontrent. Et dire un mot de leur situation, il me semble, permet aussi d'évoquer la question qui nous occupe, à savoir celle des besoins de santé lorsqu'ils sont confrontés à des intérêts privés, quand la rentabilité prime sur l'humain. Donc quelques exemples. À Ancenis-Saint-Géréon, les urgences sont fermées le week-end et pendant les vacances scolaires, dès la fin d'après-midi depuis début 2023, faute de médecins urgentistes. Il y a dans cet hôpital une maternité qui est sur la sellette, car elle n'assure que 500 accouchements par an et peine à recruter des obstétriciens. Et surtout, globalement, c'est un hôpital qui reste extrêmement fragile, car il affiche un déficit de 5,4 millions d'euros en 2024. Pour illustrer le cas de Châteaubriand, je vais juste prendre une journée, celle du lundi 21 octobre 2024.
où 40 patients attendaient, presque tous sur des brancards aux urgences. Il n'y a que 8 box aux urgences à Châteaubriand. Donc 40 patients, dont 14 qui étaient en attente d'hospitalisation. Certains étaient présents depuis 48 heures, beaucoup très âgés. Et en Loire-Atlantique, cela fait maintenant 8 mois, en tout cas à Châteaubriand, que l'on n'accède plus aux urgences de l'hôpital entre 20h et 8h sans être passé par un système de régulation et qui concerne donc tous les établissements du département. À Blain, depuis que j'ai été élu en 2022, j'ai pu observer et dénoncer le grand effondrement de la psychiatrie, avec des fermetures de dizaines de lits sur la période. Et depuis le 1er avril, les 2 dernières unités d'admission adultes ont fermé. À un moment là où il faudrait 19 médecins, il et elle n'étaient plus que 5 pour les patients adultes. Et le risque, comme s'en inquiétait une des psychiatres de l'hôpital, et je la cite, c'est que les personnes ne trouvent plus le soin dont ils ont besoin, qu'ils s'isolent chez eux, qu'il y ait des passages à l'acte, des suicides, des troubles du comportement dus aux maladies psychiatriques envahissantes. Et cette femme, médecin, psychiatre, a elle aussi quitté l'hôpital parce qu'elle était à bout et qu'elle elle a essayé de sauver sa peau plus que son poste. Et tout ça, ce n'est pas qu'une histoire de budget, disons-le, c'est encore le fait que les médecins préfèrent s'installer en libéral ou travailler en clinique plutôt qu'à l'hôpital public. Alors bien sûr, les causes de ces difficultés structurelles sont multiples et Adrien, je pense, reviendra sur la tarification à l'activité. D'ailleurs, à ce sujet, lorsque nous avions interrogé lors d'une audition Xavier Bertrand, qui n'a pas inventé la fameuse T2A, mais en tout cas qui l'a largement développée à partir de 2006, il nous a froidement répondu, eh bien, si c'est la cause de tous les maux de l'hôpital, pourquoi n'est-on pas revenu dessus ? Et c'est une vraie question que je soumets à votre analyse. Alors, pour revenir à Redon, Mathilde a rappelé les enjeux pour l'hôpital. Et je voudrais, moi aussi, saluer la mobilisation citoyenne, l'engagement du comité d'appui, qui n'aura sans doute pas été étranger au geste inédit de l'ARS, qui a permis de disposer de 10 millions supplémentaires. Mais pour autant, il faudra aussi que l'activité puisse garantir l'emprunt pour l'autre moitié, puisqu'on est encore loin du compte. Et pour une fin de chantier prévue en 2040, c'est bien dès maintenant, et pendant 15 ans qu'il faudra rester extrêmement exigeant et ferme pour que les engagements puissent être tenus. Donc un hôpital tout neuf, c'est bien, indispensable et attendu, mais avec les services qui correspondent aux besoins de la population, et surtout avec des médecins et des spécialistes, c'est mieux. Et vous l'avez compris, cette question est cruciale et commune aux hôpitaux qui ne sont pas des centres universitaires ou implantés dans les grandes villes. Dans une médecine où parfois le serment d'Hippocrate semble désespérément loin, lui qui vise, je le rappelle dès le début de ce serment, à rétablir, préserver ou promouvoir la santé dans tous ses éléments. Et je voudrais évoquer un sujet qui est rarement au cœur des débats, celui de l'intérim médical, qui est aussi source de concurrence déloyale et de déficit. Et puis rappeler que dans ce fameux serment, il est pourtant explicitement dit, j'ouvre les guillemets, « Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ». Alors est-ce le cas avec l'intérim ? De trop nombreux médecins ont démissionné de la fonction publique hospitalière et donc de praticiens hospitaliers sont devenus intérimaires. Peut-être aussi le symptôme, et il est important de le rappeler, des rudes conditions de travail en hôpital. Toujours est-il que, alors que dès 2016, le plafonnement de l'intérim médical a été inscrit dans la loi, entre 2017 et 2022, le total des dépenses de personnel médical dans les hôpitaux publics a augmenté de 31%. Cela n'a pas empêché nombre de médecins de négocier leur garde à hauteur de 2 000, 3 000, 5 000, voire plus. Et il aura fallu 2 lois, une première en 2021, une deuxième en 2023, donc les lois RIST, pour que grosso modo le montant d'un SMIC, c'est-à-dire d'un SMIC net, environ 1 400 € pour 24 heures, ne devienne le plafond. Et finalement, ce n'est que début juillet cette année, donc en 2025, que la mesure s'appliquera et concernera plus largement tous les professionnels de santé qui s'étaient également engouffrés dans cette brèche.
Et entre-temps, d'autres contournements avaient prospéré par des sortes de CDD, des contrats qu'on appelle de motif 2, qui fixent des objectifs et qui laissaient beaucoup plus de latitude sur la question de la rémunération. Et évidemment, pour finir, le secteur privé n'est pas concerné par le plafonnement. Donc, au-delà du coût de ces dérives, l'intérim, c'est l'affaiblissement évident du travail en équipe, de la qualité et de la sécurité des soins. Le privé, lui, s'est positionné sur les secteurs ou activités rentables, tu l'as rappelé Mathilde tout à l'heure, laissant les maladies chroniques, les prises en charge longues et coûteuses au service public. Les dépassements d'honoraires sont devenus monnaie courante, presque la norme pour les spécialistes. Et pendant ce temps-là, les hôpitaux publics voient, eux, leur déficit et leur capacité d'emprunt se réduire toujours plus. Alors, il faudra en finir avec tous ces effets pervers dus aux mesures gouvernementales inopérantes, et elles sont légion, pour limiter la concurrence et aussi les inégalités croissantes. Alors, il faudra bien trouver des moyens de récompenser ceux qui jouent le jeu, ceux qui s'impliquent sur le territoire et dans leur établissement, et de rendre le statut de praticien hospitalier plus attractif. Il faudra bien trouver des moyens pour limiter le manque de médecins sur le territoire. Ça, c'est un enjeu plus global. Ce manque qui contribue à engorger nos urgences. Il faudra garantir qu'on puisse accéder aux soins, quel que soit l'endroit où l'on vit. Et il faudra bien légiférer et être courageux. Alors, avec Mathilde et Adrien, nous faisons partie, depuis sa création en 2022, du groupe transpartisan de lutte contre les déserts médicaux, qui représente aujourd'hui, c'est important de le rappeler, la voix de plus de 250 députés. Nous ne sommes pas encore à la majorité, mais petit à petit, on s'en rapproche. Nous avons déposé une proposition de loi de 16 articles qui couvrent les principaux enjeux de santé, qui vont de mesures d'urgence pour l'accès aux soins, donc notamment la fameuse régulation de l'installation, aux nécessaires réformes de la formation et à l'amélioration de l'exercice sur le terrain avec, par exemple, le retour de la permanence des soins, c'est-à-dire des gardes qui ont disparu, enfin leur obligation en tout cas, au début des années 2000, c'était en 2002. Donc 4 de ces articles ont été débattus et votés, vous l'avez sans doute suivi, à l'Assemblée, dont les 2 mesures phares que j'ai citées. Et depuis, que s'est-il passé ? Depuis, le gouvernement a tout fait pour détourner le regard et empêcher notre texte de poursuivre son chemin. Sûrement parce que certains syndicats de médecins leur ont expliqué qu'à l'instar des milliardaires, toucher à la sacro-sainte liberté d'installation des médecins risquait de tous les faire fuir à l'étranger et qu'on dissuaderait évidemment les jeunes de se tourner vers les études de médecine. Bref. Et puisque je parle du futur ex-gouvernement, vous imaginez bien que dans quelques jours, nous ne voterons pas la confiance à François Bayrou. Ce futur ex-premier ministre qui veut faire 5,5 milliards d'économies sur la santé. Je vais encore citer quelqu'un, cette fois-ci le président de la Fédération hospitalière, qui estime que ce plan mettrait en péril la capacité des hôpitaux publics à répondre aux besoins de la population. Je vais le répéter, mettre en péril la capacité des hôpitaux publics à répondre aux besoins de la population. Rien que ça. Et ce qui était totalement insupportable, c'est que pour le gouvernement Bayrou, comme l'écrivait Alternative économique, le malade était présumé coupable. Faire contribuer le plus grand nombre sans s'attaquer aux problèmes structurels, c'était ça leur plan pour la santé, comme pour tout le reste d'ailleurs. Et nous avons appris, tu le rappelais tout à l'heure, en début de semaine, que le cadeau de départ de François Bayrou serait ce décret pour doubler les franchises médicales. Bref, nous ne les regretterons pas, nous ne le regretterons pas. À l'aube du 8 septembre, je conclus en rappelant que les collectivités s'engagent, parfois maladroitement, mais en tout cas font tout pour chercher à colmater les brèches. Qui n'a pas aperçu une banderole ou une annonce « Recherche médecin » ? Qui n'a pas vu des cabinets flambant neufs sortir de terre ? Est-ce qu'il y a des médecins pour autant ? Non. Les élus locaux jouent aussi un rôle considérable pour l'hôpital, ici à Redon, mais là encore, ils jouent avec les règles qui sont imposées par l'État. Changeons les règles. Commençons par nous intéresser aux besoins de santé des territoires plutôt que de nous laisser faire. Anticipons au lieu de subir.
L'égalité devant la santé est un des piliers, peut-être le ciment de notre pacte républicain. Le mettre à mal, c'est le fragiliser, et par les temps qui courent, je ne suis pas sûr que ce soit la voie à suivre. Donc avant de donner la parole à Anne, je vais donner la parole à Patrick Boulot. Alors je sais pas s'il fonctionne. Si tu peux te présenter. Donc je suis Patrick Boulot, je suis infirmier à l'hôpital du Redon depuis pas mal d'années maintenant, je suis en fin de carrière. Et je voulais juste intervenir, parce que vous avez parlé des recrutements médicaux, mais je vais parler un petit peu des petites mains qu'on applaudissait à 20h le soir. Mais d'abord parler de tous les métiers de l'hôpital. Il y a les administratifs, il y a les techniques, il y a les soignants. Et on a des gros problèmes de recrutement partout, dans toutes les filières de l'hôpital. Alors, aussi bien au niveau des cuisines, des cuisiniers, on n'en trouve plus, aussi bien au niveau des aides-soignants, des ASH pour les soins, et aussi les infirmières. Je vais plus m'orienter sur les infirmières parce que c'est une profession que j'exerce depuis pas mal d'années. Il faut savoir que le problème de recrutement des infirmières est souvent lié au salaire. Le salaire d'une infirmière française est, par rapport aux collègues de l'OCDE, sur les 32 pays, la France est classée 30e. Donc vous voyez le niveau de salaire d'une infirmière avec c'est quand même 3 ans d'études, c'est des responsabilités énormes. Et donc voilà. Et ce que je voudrais aussi dire, et peut-être vous intervenir au niveau des députés, c'est le système de recrutement des infirmières par Parcoursup, qui est une bêtise énorme et qui font fuir la moitié des infirmières. Il faut savoir que la durée de carrière d'une infirmière actuellement, ça doit être 5 ou 6 ans après son diplôme. Donc faire 3 ans d'études pour travailler 5 ou 6 ans et puis partir dans d'autres branches, c'est lamentable, quoi. Et dans le système Parcoursup, on a vu le gros problème, c'est que par exemple des première année, au premier stage de l'IFSI infirmière, c'est un stage de personnes âgées. Il y a 20% des élèves infirmières qui s'en vont, parce que c'est très, très dur comme métier, quoi. Voilà, je voulais juste vous dire 2 petits mots par rapport à ça. Merci. Voilà, merci beaucoup. En fait, on voulait qu'il y ait un petit témoignage aussi entre nos interventions, histoire de ramener aussi du concret. Et juste, du coup, Jean-Claude me disait dans l'oreillette, oui, c'est sur Parcoursup, pour le passage par Parcoursup pour les infirmières, c'est dans la proposition de loi dont Jean-Claude parlait, on a un article justement pour supprimer la procédure Parcoursup. Je vais donc laisser maintenant la parole à Anne Souiris, donc sénatrice. Et donc l'idée, c'est que comme tu as été adjointe à la mairie de Paris, c'est que tu puisses aussi nous dire, en tant qu'élu local, quels sont les impacts de cette politique du système de santé, de cette politique autour de la santé, voilà, en tant que, les impacts aussi locaux, et à Paris notamment. Alors oui, merci beaucoup d'abord de cette réunion, parce que d'abord il y a du monde, et c'est vrai que je suis impressionnée qu'il y ait tant de monde qui viennent maintenant, à cette période de l'année où tout est compliqué et où on a du mal à faire émerger des choses concrètes. Et là, je vois qu'en fait c'est possible. Donc déjà, ça me donne du courage pour la suite, puisqu'on a une séquence assez compliquée. Je suis sénatrice de Paris, et j'étais adjointe à la santé à Paris. D'où le fait que je suis là aujourd'hui, et surtout j'étais aussi adjointe à la santé pendant la période du Covid, notamment, et aussi j'étais vice-présidente du conseil de surveillance de l'AP-HP, donc j'ai une petite connaissance du fonctionnement de l'hôpital
ces dernières années. J'ai vu à quel point, peut-être je peux commencer par parler un petit peu de la PHP, parce que, en fait, vous savez que la PHP, c'est le plus gros complexe hospitalier français, qui a une renommée internationale, qui a beaucoup, qui est un endroit d'excellence, sauf que là aussi, exactement comme à Redon, eh bien, les économies sont à l'œuvre et on regarde ce qui gagne de l'argent et ce qui n'en gagne pas. Par exemple, qu'est-ce qui ne gagne pas d'argent dans le système? Les personnes âgées. La gériatrie, par exemple, ça ne gagne pas d'argent. Donc petit à petit, la PHP supprime les lits de gériatrie. Je vous donne des exemples parce que, en fait, je pourrais vous donner l'ensemble de la situation, mais en fait, c'est vraiment très problématique. Et qu'est-ce qui se passe quand on enlève les places, les lits de gériatrie? Eh bien, la PHP décide de finalement donner les espaces qui étaient dévolus à la gériatrie, vendre, pour que ça devienne des EHPAD privés. Voilà. Et comment on fabrique quelque chose? Pourquoi? Mais parce que la PHP n'a pas d'argent. Parce que la réalité, c'est qu'en fait, petit à petit, c'est un des groupements qui est le plus riche de France. Mais sauf que, à force que l'État ne donne pas, et la région et les ARS ne donnent pas assez d'argent, ou la sécurité sociale, pour pouvoir rénover les lieux et pour pouvoir continuer l'activité, eh bien la PHP vend ce qui rapporte moins d'argent. Et quand même, un hôpital public, ça doit être fait pour tout le monde. Et ça devrait être la dernière chose qui se passe, c'est de vendre ce qui ne gagne pas d'argent, parce que c'est pour les gens qui n'en ont pas en règle générale, ou qui sont dans une situation les plus compliquées qui soit. Donc on est dans cette situation-là depuis un certain temps. Les chiffres, même les chiffres de la PHP sont catastrophiques sur le déficit, néanmoins, malgré ces ventes, ces baux amphithéotiques et cette tentative qui est quand même ratée, puisque on est actuellement à plus de 300 millions de déficit. Donc vous voyez, c'est des déficits redoutables en fait. C'est vrai que là aussi, même ces établissements, eh bien, ils sont en risque de fermeture finalement. Et en plus, vous avez une situation où même quand il y a, j'essaie de faire aussi écho à votre situation ici, par exemple, dans le nord de Paris, il y avait plusieurs petits hôpitaux, mais à l'extérieur, dans le 93, en Seine-Saint-Denis, il n'y avait pas de grands hôpitaux. Donc, l'idée de construire un grand hôpital à Saint-Ouen, par la PHP n'était pas forcément une mauvaise idée, c'était plutôt une bonne idée, sauf que pour ce faire, eh bien, on ferme d'autres hôpitaux. Et qu'on ferme des hôpitaux, et alors si on faisait un grand hôpital, on fermait quelques hôpitaux, mais on avait le même nombre de lits. Mais pas du tout, parce que c'est un jeu de bonne taux, c'est-à-dire on change d'endroit, on fait un nouvel hôpital, on dit bon, il est peut-être un peu trop grand, et finalement on a la moitié de lits. La moitié des lits qui sont prévus. Donc on sait beaucoup, moi en tant que maire adjointe à la santé à l'époque, je me suis beaucoup battue pour faire remonter le nombre de lits. C'est vrai que les élus locaux sont très importants pour avoir vraiment le nez dessus. Il faut savoir que depuis la loi de 2008, on n'est plus que dans les conseils de surveillance et plus dans les conseils d'administration, ce qui fait qu'on n'a plus que des avis à donner, ce qui n'est pas beaucoup, parce qu'un avis, tout le monde s'en moque, en fait, notre avis, quand même. mais sauf que même si on n'a qu'un avis à donner, on peut le dire, on a la voix, on a une voix qui porte, quand même. L'hôpital est obligé de nous donner les informations, malgré tout. Alors, ils n'ont pas du tout envie de nous les donner, mais enfin, ils sont un peu obligés de nous les donner quand même. Et donc, on peut quand même dénoncer les choses. Et finalement, on devient un peu des super citoyens, parce qu'on n'a plus de pouvoir direct, mais on a ce pouvoir-là. Et puis, il y a d'autres choses qui sont possibles à faire localement. Alors, évidemment, les situations, elles sont différentes à Redon ou à Paris. À Paris, on a une tension, par exemple, très, très importante d'un point de vue du logement. Le logement est très cher à Paris, tout ce qui est... du coup, la plupart des lits qui ferment à la PHP à Paris, c'est parce que les aides-soignantes, les infirmiers ne peuvent plus se loger à Paris. Et donc préfèrent finalement abandonner leur poste plutôt que de faire 2 heures à l'arrêt, 2 heures retour. Et encore, quand c'est des horaires décalés, il n'y a même pas de moyen de transport. Donc en fait, finalement, eh
bien, on perd les infirmiers qui sont évidemment mal payés. Ça va sans dire, parce que je pense que tu vas en parler sur la sécurité sociale, mais il faut aussi comprendre que même la revalorisation des salaires a été évidemment encore très insuffisante, mais en plus n'a pas été compensée par l'État, ce qui fait que ça a creusé le déficit encore des hôpitaux. Donc qu'est-ce qu'on peut faire dans une ville comme Paris quand il y a une tension ? Eh bien, on peut par exemple, ce qui n'a pas toujours été fait, eh bien, cibler les logements sociaux pour les infirmiers, pour les soignants, pour les gens qui étaient les derniers cordées pour M. Macron, mais qui sont les premiers pour nous, que sont par exemple les soignants. Bon, ça, c'est des choses, évidemment, qui ne sont pas tout à fait, la tension n'est pas tout à fait la même à Redon, je ne sais pas exactement, mais j'imagine que ce n'est pas tout à fait les mêmes sujets. Mais tout ça doit être pris en considération. Et je vous raconte ça parce que je pense que, d'abord, quand on rénove les hôpitaux, il faut effectivement que chacun y mette le prix et que ça ne soit pas en vendant les bijoux de famille. On ne doit pas vendre les hôpitaux. On ne doit pas vendre les hôpitaux, on doit les garder. Et on doit garder aussi des petites structures. Parce que ça aussi, c'est très important. Quand on voit que, je fais une petite digression, mais qui va quand même dans le même sens, qu'on est le pays où on a maintenant, en Europe, la plus de mortalité infantile à la naissance, et que, bizarrement, en même temps, eh bien, on a le plus de maternités locales qui ont fermé, on devrait se poser des questions quand même. Donc il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, il y a eu une commission d'enquête au Sénat, j'imagine aussi peut-être à l'Assemblée nationale, qui ont montré quand même que, évidemment, c'est très lié quand on regarde localement et les choses. Donc c'est important aussi, peut-être, de faire des grands lieux d'excellence, parce que c'est vrai qu'on a maintenant des connaissances médicales, scientifiques qui nécessitent du matériel extrêmement cher, mais il faut garder impérativement aussi des petites structures. C'est un petit peu comme l'école, finalement. Il faut garder des petites structures, il faut garder aussi les gens en vie et une humanité à l'intérieur de ça et comprendre ce qui se passe. On peut tout à fait garder des petites maternités, même si eh bien, il n'y a que, comme tu disais tout à l'heure, 500 personnes par an. C'est beaucoup, 500 personnes par an qui accouchent, ça n'est pas à rien. Et s'il y a plus de 500 personnes qui accouchent à proximité, elles vont aller beaucoup plus loin. Et souvent, elles ne vont pas se faire suivre aussi avant et après. Et c'est tout ça qui fabrique de la mortalité aussi. Donc on a ce regard à avoir. Et après, on nous dit, oui, c'est une question d'argent. On ne peut pas reconstruire un nouvel grand hôpital comme à Saint-Ouen et en même temps garder des petites maternités et garder des petits services. La gériatrie ouverte, sans compter, parce que je vous ai parlé maternité et gériatrie, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de sujets qui sont compliqués à la PHP comme à l'hôpital en général, la pédiatrie et la psychiatrie, qui sont dans un état catastrophique dans toute la France entière, y compris le PHP, et sur lesquels aussi, là aussi, si on avait des solutions pour les soignants qui étaient plus à taille humaine, eh bien on les retrouverait, ces soignants. Il y a, parce que faut quand même savoir que les infirmières, on sait maintenant qu'on a perdu beaucoup, mais on les perd définitivement. C'est-à-dire que c'est des gens qui arrêtent d'être infirmières tellement elles sont maltraitées à l'hôpital. Maltraité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, mais monsieur en aurait parlé bien mieux que moi, mais c'est que quand il y a un flux tendu absolu, comme à la PHP, qu'au lieu d'avoir des unités où on a des infirmières qui sont tout le temps là et qui suivent les patients, eh bien, tous les jours, on va les mettre ailleurs. On va les changer de service. Et du coup, on ne retrouve pas leurs patients. Et le sens se perd. Quand on a déjà un travail très difficile et qu'en plus on perd les gens qu'on a appris à connaître, donc on arrive à faire, par exemple, faire en sorte qu'ils remangent un petit peu petit à petit et que on va complètement ailleurs et que les gens qui sont derrière ne savent pas ça et la personne va remaigrir et peut-être en mourir d'ailleurs. Eh bien, à quoi ça sert d'avoir fait tous ces efforts et d'être là jour et nuit? Vous voyez, c'est aussi de l'organisation et une pensée humaine qui est en train de se perdre. Et je finirai juste là-dessus. Tu en as parlé, vous en avez parlé tous les deux de la financiarisation de la santé. Quand même, c'est un vrai sujet. J'imagine que tu vas en reparler aussi sur la sécurité sociale. La financiarisation de la santé, c'est un gros mot, mais c'est quand même, ça veut dire vraiment quelque chose. Ça veut dire qu'actuellement, on a des cliniques privées à but lucratif
des centres de santé à but lucratif, des centres aussi de dentisterie à but lucratif, qui font des tas d'actes qui ne servent à rien et à personne, mais qui sont très chers pour la sécurité sociale, et qui font que ça vide les caisses, alors qu'à côté, vous avez, et qui vont prendre des gens qui n'ont pas de problème de santé grave, hein, parce qu'ils ne vont pas prendre les gens avec les maladies chroniques, les personnes âgées, les cancers, enfin ce genre de choses, et qui vont du coup vous demander, à chaque fois que vous allez dans un centre dentaire, de vous refaire une radio panoramique toutes les semaines. Un truc qui sert à quelque chose, quoi. Voilà. Par contre, quand on va à l'Institut Curie, toujours à Paris, pardon, j'ai un petit prisme parisien, mais à l'Institut Curie, parce que là vous avez besoin de vraies radios, parce que vous avez un cancer, et bien vous n'avez plus de radiologue. Voilà. Et parce que, vous voyez, et donc il faut que la sécurité sociale arrête de payer ces institutions privées à but lucratif. En tout cas, tel est mon avis, et à un moment donné, il faudra insuffler cet argent sur le public ou sur l'associatif, ce qu'on appelle les ESPIC, c'est-à-dire le privé à but non lucratif, c'est-à-dire qui est complètement remis dans le soin et rien que sur le soin. Voilà, en tout cas, vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il y a de l'espoir et il y a des solutions. On ne peut pas dire simplement il y a du déficit et soit on dépense toujours plus et on va aller dans le mur, soit on arrête de dépenser et on arrête de soigner les gens. Ça n'est pas vrai. On peut soigner les gens, on peut avoir de l'argent et on peut refaire de l'égalité. Merci d'être là. Merci beaucoup. Alors Adrien, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on a tous dit... Bon, Adrien en parlera sûrement. Ouais. J'ai adoré à chaque fois. T'as la liste. J'ai une liste de courses, ne l'inquiétez pas. Ça. Bah, merci Anne, en tout cas. Et du coup, je vais laisser la parole à Adrien Clouet pour terminer. Alors, il est 19h52. Oui. Je ne sais plus combien on avait. 10 minutes 20 minutes. Ah, 20 minutes. Bon, après, si tu... Ouais, Voilà. on verra. Non, mais on verra, pas en plus, vous inquiétez pas. Puis au pire, vous hurlerez si jamais ça va pas. D'abord, un grand merci pour l'invitation, Mathilde. Je suis évidemment ravi d'être ici avec toi. Je suis ravi d'être ici parce qu'on mène quand même depuis 3 ans un sacré nombre de bagarres ensemble. On a fait à peu près tout, les travées de l'hémicycle. On était ensemble en commission mixte paritaire avec nos collègues au Sénat. Également, on a fait à peu près tous les espaces qui existent au Parlement. Avec Mathilde, on a été les emmerdés partout. Donc vraiment, on a passé un assez bon moment. En tout cas, le nôtre était meilleur que ceux des gens en face. Donc je suis évidemment très reconnaissant, et reconnaissant de nos camarades écologistes aussi, avec lesquels on peut partager la tribune ce soir. Et à mon avis, dans une démarche qui est aussi une démarche d'espoir, peut-être que parfois lutter pour la santé publique, lutter pour un hôpital, ça permet peut-être plus facilement de maintenir le NFP que d'autres types de mesures. Et je pense que le NFP se défend mieux à Redon qu'en ce moment sur le porche de Matignon. Donc, il me semble que on a ici quelque chose qui fait du commun entre toutes et tous. Et quand je dis du commun, c'est au-delà même d'écoles philosophiques, d'approche générale de l'existence ou de mesures un peu particulières. Puisqu'on parle dans une situation politique très spéciale. Il y a en ce moment, par exemple, un point commun entre la clinique de Bourges, l'hôpital d'Auray, les hôpitaux de Sevran, Bondy, Clichy, Ivry. Ce point commun, c'est des préavis de grève pour le mois de septembre. Parce que partout dans le pays, au moment où on parle, plus de 40 établissements de santé publics ou privés, il y a des préavis de grève, parce qu'il y a des milliers de personnes qui estiment que leur métier, à savoir soigner, prévenir, guérir, ne peut pas être réalisé dans les conditions actuelles. Et que s'ils ne luttent pas, c'est non seulement leur propre condition matérielle comme salarié qui est en jeu, mais également la sûreté et la sécurité collective de l'ensemble du pays. Donc, je pense qu'on doit démarrer en se disant que les luttes qui viennent partout doivent être soutenues, car ce sont des luttes d'intérêt général, et donc évidemment j'invite tout le monde à commencer à mettre un peu d'argent de côté pour les caisses de grève. Et tous ces combats qui sont prévus, on le voit, ils ont également un point commun sur l'argumentaire fondamental. Il ne s'agit pas uniquement de soignantes et de soignants qui disent « nos conditions ne sont pas bonnes ». Ils auraient déjà matière à le faire, par ailleurs. Même s'ils disaient uniquement qu'ils partent de leurs conditions à elles et à eux, on serait en soutien. Mais ils ne disent pas ça. Ils disent qu'il y a un enjeu aujourd'hui de mise en cause générale de la santé publique, au-delà même de l'hôpital qui en est souvent le dernier maillon. Une mise en cause de la santé publique parce que ça a été dit à l'instant, c'est la manif de course, il y a eu les annonces
de François Bayrou, donc qui profite de ces 5 derniers jours pour vous piquer 500 millions d'euros. Heureusement qu'il lui reste pas un mois. Il profite de ces 5 derniers jours pour faire des annonces par ce qu'on appelle des décrets. C'est-à-dire un décret, c'est quelque chose qui est en dessous de la loi, dans l'ordre, dans la hiérarchie des normes. C'est en dessous de la loi, ça ne requiert pas de passer par le Parlement. Et donc, il fait des décrets. Notamment, il a annoncé 2 décrets qui me paraissent des décrets absolument scélérats. D'abord, le premier, c'est sur ce qu'on appelle la participation des personnes à leurs propres soins. Vous avez peut-être entendu ça, le forfait de participation. Alors participation, ça ne veut rien dire parce que vous payez des cotisations sociales. Donc vous avez déjà participé. Ce qu'on vous explique, c'est que vous allez reparticiper en plus de vos cotisations. Donc ce que veut faire M. Bayrou, c'est doubler la participation des assurés, des malades, à leurs propres soins. Ce qui signifie concrètement, porter à 16 € votre contribution pour un transport sanitaire et à 2 € votre contribution pour une boîte de médicaments. Évidemment, il s'agit d'un impôt caché sur la maladie. Et cet impôt n'est pas progressif, puisque ça sera 2 € pour tout le monde, que vous soyez Bernard Arnault ou que vous soyez salarié ici, précaire à Redon. Donc il s'agit d'un impôt qui pèsera d'autant plus que les personnes auront moins. Et nous savons également que moins vous avez de capacité financière, plus vous êtes exposé à des maladies, notamment chroniques ou des polypathologies. Donc, ce sont les plus fragiles qui vont trinquer le plus avec cette logique d'impôt privé sur la maladie. Auquel s'ajoute une seconde offensive sur l'aide médicale d'État, l'AME. Vous savez, l'aide médicale d'État, c'est ce truc qui empêche Marine Le Pen de dormir, ce qui en tant que tel serait une bonne nouvelle, elle serait plus fatiguée, mais qui concrètement est une protection générale de toute la population. L'aide médicale d'État, c'est l'idée que quelqu'un en France qui n'a pas un statut d'assuré dans la sécurité sociale française est tout de même pris en charge pour un panier de soins qui maintient tout simplement ses conditions de survie. Voilà. Parce que oui, je pense que nous pouvons être fiers du fait qu'en France, quand vous avez une maladie infectieuse mortelle, on vous soigne. Et que, oui, nous sommes toutes et tous ici d'accord pour nous dire que payer 19 € par an, eh bien, oui, ça vaut le coup pour que des centaines de gens ne décèdent pas dans notre pays. Et si jamais vous avez dans votre famille des personnes qui n'ont absolument aucun sens de l'empathie, bon d'abord, évidemment, bon courage pour les fêtes, les réunions de famille, faites au minimum, mais ça, vous n'avez pas le choix, vous devez gérer. Mais rappelez-leur tout de même, quand même, la base fondamentale, c'est que une hépatite ou tuberculose ne regarde pas la carte d'identité des personnes et que les maladies ont la mauvaise idée de circuler entre les êtres humains sans se demander d'où viennent ces mêmes êtres humains. Et que donc, l'aide médicale d'État est une protection toujours générale et totale et globale de la population. Et les quelques pays qui ont renoncé parfois à la protection des personnes sans titre de séjour, je pense à l'Espagne, au moment des années de la droite, eh bien sont revenus sur ces choix-là parce que ça avait juste créé des foyers épidémiques. Donc, ce que fait M. Bayrou aujourd'hui, c'est mener une politique à la fois néolibérale par rapport aux assurés de déprotection sociale en vous faisant payer une deuxième fois vos propres soins, et une politique raciste inspirée par le Rassemblement national qui vise, pour faire du mal à des personnes qui viennent de loin, à exposer tout le monde à des épidémies potentielles. Tout cela, ce sont les décisions dans le dernier souffle de M. Bayrou. Donc heureusement, on sait que ça s'arrête très vite, mais il peut en faire encore malheureusement beaucoup. Vous avez vu qu'il a encore 2 émissions. Le pauvre homme, il a parlé autant d'une semaine qu'en 6 mois, mais... Non mais attendez, il y a une bonne nouvelle, peut-être qu'il finira la phrase qu'il a démarré le 13 décembre. Mais nous sommes dans un moment qui est quand même extrêmement compliqué, puisque s'il fait des décrets comme cela et qu'il évite le Parlement, c'est pour des raisons très simples, qui ont été évoquées là aussi, c'est que M. Bayrou a refusé le résultat des urnes de l'année dernière. M. Bayrou a un parti politique qui fait 3,8% des voix en France. Bon, pardon, c'est pas un score électoral, c'est un taux d'inflation. Donc, M. Bayrou n'a rien à faire à Matignon. Ni lui, ni aucun des macronistes de ce pays. Ces gens n'ont rien à y faire. Et s'ils n'ont rien à y faire, c'est parce qu'ils ne gouvernent que par le coup de force perpétuel et qu'ils veulent mener une politique qui est refusée par les urnes, qui est refusée par tous les moyens d'expression populaire qui existent. Le vote, lorsqu'on peut aller voter, les mobilisations sociales, lorsqu'on peut et qu'on a les moyens de se mobiliser. Donc oui, nous devons être dans la lutte absolue par rapport au macronisme. Monsieur Bayrou n'est que le bouchon sur l'eau du macronisme. Mais une fois qu'il sera parti lundi prochain, et je suis fier d'être à une tribune où on souhaite tous qu'il parte, donc c'est bien, on est tous d'accord, il faut qu'on se batte contre la politique qui est celle de monsieur Macron et de ses sbires qui s'appellent Bayrou ou autres. Parce que la politique, vraiment, le nerf de la guerre, le fond de cette politique macroniste en matière de santé publique, on pourrait la résumer par une idée simple qui est d'annexer la sécurité sociale à l'État. L'idée phare des macronistes depuis 2017, enfin, depuis 2017, c'est la politique, avant pour certains, sous d'autres étiquettes, mais
en tout cas depuis qu'ils sont devenus macronistes, depuis 2017, ils n'ont qu'une obsession. C'est que la sécurité sociale, qui est une institution indépendante de l'État, qui a été créée il y a 80 ans, vous savez que c'est l'anniversaire au mois d'octobre, j'espère que vous avez déjà préparé le champagne, parce qu'il faut la protéger, cette institution a été construite dès le début, dès la libération, contre l'État. L'idée de la sécurité sociale, c'est d'avoir des assurés sociaux, des personnes qui cotisent, qui mettent de l'argent dans un pot commun, et qui s'organisent librement, qui élisent des représentantes et des représentants, ce qui était le cas jusqu'en 1967, qui élisent des représentants qui gèrent directement la sécurité sociale et qui administrent notre argent collectif plutôt que de passer par le ministère des Finances. Oui, la sécurité sociale doit être déconnectée intégralement du ministère des Finances. C'est une exigence sans laquelle, eh bien, on aura toujours des débats comme on les a ce soir, c'est-à-dire comment faire pression sur l'Agence régionale de santé, comment faire pression pour mettre un peu d'argent dans les caisses de l'hôpital. Mais le sujet ne doit pas être comment faire pression, le sujet doit être comment décider. Le sujet est là. Qui a le droit de décider ce qu'on fait de l'argent de la sécurité sociale? Moi, je pense que personne d'autre que les assurés n'ont le droit de le décider. Et je dis d'autant plus tranquillement que je suis parlementaire, donc je suis en train de me dessaisir, c'est une des compétences qu'on veut nous donner, mais vous inquiétez pas, il y a beaucoup de choses à faire déjà au Parlement, même si la sécurité sociale revenait aux travailleuses et aux travailleurs. Ça fait donc, je le disais, 80 ans qu'on a inventé la sécurité sociale. Rappelons-nous qu'au début de la sécurité sociale, les 2/3 des sièges des administrateurs étaient des salariés. Je veux dire, c'est au terme d'une série de magouilles, de tromperies et de sabotages menés sur des décennies qu'on arrive à la situation actuelle de ce qu'on appelle le paritarisme. Alors, il y en a qui disent c'est super le paritarisme, ça permet à tout le monde de prendre la parole, à égalité. Oui, c'est vrai, il suffit d'un syndicaliste qui trahit pour le patronat, il gagne les élections, c'est génial. Donc, non, nous ne sommes pas favorables, nous ne sommes pas les grands amis du paritarisme. Que les employeurs siègent, c'est normal, ils contribuent. Mais enfin, qu'ils siègent à une proportion qui soit pas démesurée. C'est-à-dire, je trouve qu'un tiers, 2/3 est une manière correcte de le faire. Au début, en 45, c'est même 3/4, 1/4. C'est vous dire à quel point je suis réformiste et tout à fait ouvert à des logiques de compromis avec le grand patronat français. Mais s'il est important qu'on revienne et qu'on se dise que l'objectif est un objectif de reprise de décision par les assurés, c'est parce que, oui, moi je reste assez convaincu que dans un administrateur salarié à la sécurité sociale, il y aura toujours plus d'humanité que dans 70 parlementaires macronistes. Et que c'est à ces gens-là qu'il faut confier la capacité et le droit de piloter la santé publique de bout en bout. C'est-à-dire de l'installation du corps médical dans les territoires jusqu'à la gestion concrète et quotidienne du fonctionnement de l'hôpital. Parce que l'un n'existe pas sans l'autre. C'est évidemment parce qu'il n'y a pas de médecins dans des territoires que vous avez des gens qui vont aux urgences. C'est-à-dire qui ici imagine que des personnes se disent « Oh là là, j'ai un petit rhume si j'allais aux urgences ». Ça n'existe pas. Les gens vont aux urgences parce qu'ils n'ont pas de soins de premier recours qui viennent s'interposer dans leur prise en charge. Et puis, inversement, ce sont les territoires où il n'y a pas d'établissement de santé collectif, où vous allez voir votre médecin généraliste, traitant, y compris pour des choses un peu graves. Et il essaye de vous renvoyer, parfois, à un ensemble de spécialistes ou à des corps médicaux organisés dans l'hôpital. Donc les deux sont prévus dans le système de santé publique pour aller ensemble. Et les deux sont administrés de manière séparée, ce qui pose évidemment, là aussi, un problème de coordination et d'intelligence collective. Si les macronistes veulent mettre la main sur la sécurité sociale, c'est pas juste parce qu'ils n'aiment pas le monde du travail, ils l'aiment pas, mais c'est aussi pour une sorte de gros sous. Il faut quand même se le dire. Il y a plus d'argent dans la sécurité sociale que de dépenses dans le budget de l'État. Bon, on peut discuter des périmètres, etc. Mais enfin, c'est 650 milliards d'euros la Sécu. 650 milliards, c'est gigantesque. Les dépenses de l'État, on est autour de 580. Donc bien sûr que ces gens veulent annexer la Sécu parce qu'ils veulent doubler leur budget. C'est tout. Ils veulent mettre la main là-dessus. Et pourquoi nous devons le défendre? Parce que l'argent de la sécurité sociale, il est fléché. Qu'est-ce que ça veut dire fléché? C'est pas du tir à l'arc. Hein. Il est fléché, ça veut dire qu'il ne peut servir qu'aux dépenses pour lesquelles il est prévu. Quand vous cotisez à l'assurance maladie, votre argent ne va pas être utilisé pour mener des opérations militaires à l'étranger, par exemple. Et ça, vous en avez la certitude. Alors que lorsque vous payez un impôt, eh bien, c'est le budget de l'État. Et en tant que parlementaire, on discute. Il y a des débats, on n'est pas d'accord, on vote, et puis à la fin, il y a un budget qui est utilisé. Mais tout ce qui passe par la sécurité sociale va à la sécurité sociale. Alors, sauf quand Mme Borne essaie d'en choper une partie à la fin du mois parce qu'elle vide les caisses. Mais techniquement, la sécurité sociale, c'est la garantie toujours de votre contrôle, de votre souveraineté sur votre propre argent. Et cela nous rappelle qu'il ne s'agit pas uniquement, et je vais arriver à l'hôpital, il ne s'agit pas uniquement de montant financier, il ne s'agit pas de volume d'argent. Bien sûr, plus il y a d'argent dans la Sécu, mieux c'est. Mais
S'il y a une détestation des possédants vis-à-vis de la sécurité sociale, c'est parce que la sécurité sociale est un rapport de pouvoir. Avant même que d'être justice, c'est un rapport de pouvoir, la sécurité sociale. L'idée qu'il y ait une assurance maladie qui vous prenne en charge en cas de maladie ou, je sais pas, vous êtes cassé le bras, cette idée de prise en charge, ça vous libère de beaucoup de tutelles qui pesaient pendant des siècles sur l'espèce humaine. D'abord, la plus évidente, celle de la dépendance aux proches. Oui, pendant des siècles, la maladie signifiait qu'il fallait avoir quelqu'un dans la famille qui prenne soin de vous, qui vous veille, qui vous surveille, qui vous aide à guérir. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, grâce à l'invention de l'hôpital. Oui, c'était aussi la tutelle du crédit. Vous étiez travailleur, travailleuse, vous cassez le bras, et ben, il fallait trouver de l'argent pour sourire. Donc vous alliez voir je ne sais quel prêteur sur gage, ou vous alliez au Mont-de-Piété, vous vendez des affaires, vous prenez un emprunt, vous avez un crédit. Et vous finissez pour un bras cassé avec 9 000 euros de crédit à rembourser. Ça, c'est l'histoire longue de la maladie dans ce pays. Bien sûr que vous étiez aussi sous contrôle du profit. Parce que dès lors que vous avez des établissements privés, cliniques ou autres, eh bien, ces établissements, lorsqu'ils vous soignent, évidemment qu'ils facturent le soin, c'est-à-dire par exemple le prix du plâtre et des soignants qui interviennent, mais ils sont bien obligés aussi de rémunérer leurs propriétaires. Et donc, ils vous voient comme la marge de la fin du mois. Et donc, pour le même service rendu, il est forcément facturé plus cher, puisque vous avez plus de personnes qui viennent se servir sur la bête. En l'occurrence, la bête, c'est vous, donc profitez. Et puis, on le voit, ça, les frais de gestion de la sécurité sociale, c'est 2%. Quand vous mettez 100 euros de cotisation à la sécurité sociale, il y en a 2 seulement qui sont utilisés pour la rémunération des salariés, le fonctionnement de la sécurité sociale. Dans une mutuelle privée, c'est 15. Donc, le simple fait de tolérer des organismes privés de prévoyance et de protection sociale, ça nous coûte 6 milliards d'euros par an, par rapport à leur intégration dans la sécurité sociale. Donc, la privatisation de la sécurité sociale, elle nous coûte cher. Et on le voit partout dans le monde. Un pays comme les USA, où on dépense 2 fois plus par tête en soins de santé, est un pays où vous êtes moins bien soigné à la fin. Parce que vous avez tout payé plus cher tout au long de la chaîne du profit qui dicte votre accès aux soins de santé. Et puis, dernière libération de la sécurité sociale, c'est la libération par rapport au patronat. Parce que lorsque vous cassez votre bras et que c'est votre employeur qui est responsable de vous soigner, oui, il y a des employeurs qui vont vouloir que les soins aillent plus vite, ou qui vont prendre le risque de vous faire retourner au boulot 2 jours avant la certitude absolue que vous ayez totalement réussi à recouvrer votre santé. Eh bien, l'idée de la sécurité sociale, c'est cette indépendance radicale par rapport à tout ça. Ni profit, ni crédit, ni dépendance familiale, ni patronat. C'est ça l'invention de la sécurité sociale. C'est l'idée qu'on est soigné uniquement pour le sens même du soin. Et qu'il n'y a pas d'autre logique qui intervient que celui-ci. Ça, c'est l'idée historique. Et c'est l'idée à laquelle une guerre est menée depuis le premier jour d'octobre 1945, du premier jour des ordonnances de la sécurité sociale. Jamais les possédants n'ont accepté la sécurité sociale. Il ne faut pas croire le mythe de « il y avait un grand accord à la libération, tout le monde était d'accord, etc. » Personne n'était d'accord avec ça, la sécurité sociale. Vous avez la moitié du patronat qui était en garde à vue, donc ça les aidait à signer, pour collaboration avec l'ennemi. Bah oui, forcément, ça met un rapport de force, et des discussions, on va dire, comment on dit, une ambiance de travail plus favorable. Et vous aviez une partie de la démocratie chrétienne ou autre qui avait collaboré et qui se disait on va faire oublier ça en soignant les pauvres. Bon, donc il y a eu un moment historique où le mouvement ouvrier s'est mobilisé et la gauche, à l'époque, s'est mobilisée pour créer un projet révolutionnaire qui était la sécurité sociale. Et évidemment que dès que les autres sont sortis et ont commencé à se réorganiser, eh bien ils ont mené la guerre. Parce qu'ils n'ont jamais été d'accord avec cette idée-là profonde, qui est une idée subversive. Que oui, on soigne les gens uniquement pour bien fonder de les soigner. Point. Et qu'on ne demande rien de plus. Et qu'on les soigne avec l'argent de la plus-value de la production économique. Que oui, à chaque entreprise qui produit de la richesse, eh bien on en prend une partie et on la socialise entre nous. Et on décide ce qu'on en fait. C'est ça sans doute le plus choquant. C'est pas juste qu'on faisait payer des impôts aux entreprises, c'est qu'on décidait nous-mêmes de ce qu'on faisait avec l'argent qu'on se récupérait. Parce que de toute façon, c'est nous qui créons la valeur, donc il n'y a pas de raison, on leur en laisse déjà suffisamment. Alors, s'il y a cette guerre qui est menée, c'est sans doute à l'hôpital qu'on la voit de la manière la plus évidente, je pense. Et on la voit par 4 indicateurs qui sont au rouge absolu, partout dans le monde de l'hôpital. Le monde de l'hôpital qui vraiment est un monde construit par la libération. Avant la libération, c'était établissement religieux ou privé qui assuraient la plupart des soins. Et bon, les gens faisaient le mieux qu'ils pouvaient, ils travaillaient dans les cliniques privées, les salariés étaient soignants, simplement ils devaient générer du bénéfice.
Vous avez aujourd'hui 4 indicateurs, je dis, qui sont en crise absolue depuis 20 ans dans l'hôpital public. D'abord, peut-être le plus évident, la baisse des lits. Parce que vous avez des gens intimement convaincus, alors c'est vous dire, j'en ai rencontré, vous n'allez pas me croire, mais il y a des gens intimement convaincus dans les ministères que s'il y a moins de lits, les gens iront moins à l'hôpital. Non mais j'en ai vu en réunion, il y en a alors, mais pourquoi vous baissez les lits? Ils disent, bah, comme ça les gens vont à l'hôpital. On s'est dit, mais oui, c'est vrai, on est cons. Non, pas du tout, c'est eux qui le sont. Ces gens sont convaincus qu'on va créer de l'ambulatoire, c'est-à-dire pour favoriser le retour des gens à domicile juste parce qu'on a enlevé des lits. Bon, en fait, non. On fait juste qu'il y a des personnes sur des brancards qui attendent pendant des nuits entières. Voilà quel est le résultat concret de la suppression des lits. C'est pas les gens qui disent, mais c'est vrai, en fait, je serais tellement mieux chez moi si je rentrais. Bon, c'est dommage, je dois prendre la voiture, je peux pas la prendre parce que mes jambes ne fonctionnent pas ce soir. Mais si je pouvais y aller, peut-être qu'on fait quoi? On rampe chez soi, on fait 80 km en rampant. Non, ça n'a évidemment aucun sens. Mais la suppression des lits est sans doute le premier indicateur qui nous rappelle comment l'hôpital est vu aujourd'hui, à savoir comme un lieu qui est censé être l'hôpital aéroport. C'est l'idéal, hein, c'est une expression à Bercy, on dit l'hôpital aéroport, les gens ils atterrissent et puis ils repartent chez eux. Oui, non, mais bon, écoutez, pour l'instant c'est Béo qu'on pousse de l'avion, mais en tout cas, c'est comme ça que ces gens imaginent le fonctionnement de l'hôpital public. Deuxième élément, c'est l'explosion de la prise en charge aux urgences. C'est-à-dire l'hôpital voit la partie urgence augmenter. Si elle augmente, on le disait tout à l'heure, c'est évidemment pas par plaisir des gens d'aller aux urgences. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un dans la salle qui vraiment adore ça, je l'accepte, mais je ne le vois pas. Mais tout le monde sait bien que les urgences sont le dernier maillon du désespoir de la prise en charge. C'est parce qu'on n'a pas eu le SAMU, parce qu'on n'a pas eu le numéro de téléphone qui a redirigé un médecin de garde, etc., etc. On va aux urgences, donc l'urgence est le lieu de saturation finale de l'ensemble d'une chaîne de soins qui n'est pas pensée depuis le début. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se bat dans ce groupe de travail parlementaire pour contre les déserts médicaux. C'est Bayrou qui a son groupe de travail pour les déserts médicaux. Nous, on a le groupe de travail contre les déserts médicaux. Et c'est pour ça qu'on se bat notamment sur la régulation de l'installation des praticiens de santé, parce que oui, nous pensons que c'est un droit, l'accès à la santé, et que dès lors que c'est un droit, eh bien, il faut le concrétiser matériellement. Et s'il faut le concrétiser matériellement, il n'y a pas d'autre solution que d'organiser une présence sur l'ensemble du territoire des soignantes et des soignants. Par ailleurs, je remarque que ce qui est bon pour les pharmaciens, les infirmières, les kinés, les sages-femmes ne serait pas bon pour les médecins, ceux dont je doute assez fortement. Donc cette prise en charge aux urgences qui sature. Deuxième élément de la crise hospitalière. Troisième élément, c'est le rapport activité-effectif. L'effectif hospitalier a très légèrement augmenté depuis 20 ans, comme la population. Voilà. Il y a un peu plus de Françaises et de Français, il y a un peu plus d'habitants en France même, et un peu plus de soignants. L'activité, elle, a explosé. Et donc l'activité par tête à l'hôpital augmente. Et elle augmente de manière particulièrement cynique. Parce qu'elle augmente avec une réduction large, à vos souhaits, une réduction large du soutien logistique administratif. On a supprimé massivement à l'hôpital ce qu'on appelle les fonctions support. Je ne sais pas si ça veut dire une fonction support, parce que quelqu'un qui prend le rendez-vous téléphonique, c'est pas un support, c'est la condition du travail. Mais on a mis fin à des fonctions support, type secrétariat, administration, etc. Qu'est-ce qui se passe du coup maintenant? Eh bien, des infirmières, des infirmiers répondent au téléphone et assurent une fonction qui était une fonction spécialisée, dévolue à des gens qui avaient la formation, qui avaient la maîtrise des logiciels, etc., etc. Et désormais, on a explosé à la fois le temps et les activités de travail des soignantes et des soignants qui doivent accomplir plein de tâches différentes sur un même temps unique. Et donc soigner plus de gens en moins de temps avec plus d'activités à mener. Par exemple, vous avez des soignantes et soignants à l'hôpital à Toulouse, puisque nous, on a encore la chance d'avoir... on a un CHU assez important avec pas mal d'établissements différents, hôpital pour enfants, on a aussi un hôpital privé qui avait été créé par les républicains espagnols à l'époque, Joseph Ducoing, etc. Dans un hôpital comme à Toulouse, vous avez des soignants qui nous disent que 1h30 par jour est consacrée à trouver des lits pour les gens. Alors on a des bed managers. C'est carrément un bed manager. Vous voyez ce que c'est un bed manager? Ouais, bah eux non plus. Donc, c'est quelqu'un qui est soi-disant rémunéré pour flécher la pénurie de lits. On sait que des gens vont venir malades, on sait qu'il n'y a pas assez de lits. Quelle solution? Alors, vous êtes comme moi, vous êtes un peu cru, je vous dis, il faudrait qu'il y ait plus de lits. Et du coup, il n'y aurait pas de problème. Bah non, ça c'est l'ancien monde. Le nouveau monde, c'est on essaye d'optimiser le temps passé par lit. Et on paye des gens pour ça, plutôt que d'ouvrir des lits. Bon, vous n'êtes pas convaincu, mais vous n'êtes pas pro-macroniste. Bon, bref, donc, vous avez aujourd'hui un temps de travail qui est ponctionné par un ensemble d'activités qui ne sont pas de l'activité de délivrance de soins, mais qui relèvent uniquement d'une désorganisation volontaire du fonctionnement interne de l'hôpital. Et je sais qu'il y a des salariés de l'hôpital ici qui, j'imagine, ont 1000 histoires qui rentrent
dans ce type d'exemple-là. Et puis quatrièmement, il y a la question, évidemment, du financement hospitalier. Alors, on connaît la théorie d'Emmanuel Macron, c'était je ne connais pas de problème de financement de l'hôpital, il n'y a qu'un problème organisationnel. Voilà. Bon, en attendant, le problème d'organisation, j'ai envie de dire à Macron, essaye de garder un Premier ministre plus de 6 mois, et puis on verra qui sait gérer une organisation. Mais enfin, il y a évidemment un problème de financement hospitalier. Il y a un problème de financement. Le volume financier par tête, ou de salariés, ou d'usagers, a baissé. C'est incontestable. On met moins d'argent par patient et par soignant. Donc, si on met moins d'argent, il est évident que la variable d'ajustement va être le temps de travail des praticiens et des praticiennes, notamment les heures sup non payées. Parce que c'est ça qui va permettre de tenir si vous ne recrutez pas l'effectif qui est nécessaire. Comment s'est joué l'étranglement budgétaire et financier? D'abord par des politiques d'emprunt massives. Début année 2000, quand le gouvernement gèle les dotations en expliquant aux hôpitaux qu'il faut quand même investir parce que certains sont insalubres. On est début année 2000. Les hôpitaux s'endettent, participent à un grand plan d'emprunt. Parmi ces emprunts, il y avait des subprimes, vous vous souvenez? Les emprunts toxiques hospitaliers, on n'a toujours pas fini de rembourser. Vous avez donc des emprunts toxiques qui sont pris, non pas parce que les hôpitaux ont voulu le faire, mais parce que le gouvernement les a obligés à aller sur les marchés financiers pour lever de l'argent, investir. Alors on ne sait pas très bien ce que c'est l'investissement hospitalier. C'est-à-dire vous levez de l'argent et après vous faites quoi? Comment vous remboursez les prêteurs? C'est pas trop, peut-être, je sais pas, on va vendre des organes? Non, bon, ça n'a évidemment aucun sens. Mais on a obligé à de l'endettement sur des emprunts qui étaient toxiques et qui du coup ont coûté extrêmement cher à terme. Par ailleurs, on leur a rajouté encore une dette au moment du Covid. Puisqu'on a refilé à la dette hospitalière une partie des frais des engagements Covid qui n'avaient absolument rien à voir avec les décisions de la sécurité sociale. Parce que nous faire payer à tous et à notre sécurité sociale les frais de garde des parents en période de Covid, je suis désolé, ça n'a absolument rien à voir avec l'objet de vos cotisations sociales. Et ça n'a rien à voir avec les raisons pour lesquelles on cotise à une sécurité sociale. Ça a en revanche tout à voir avec les décisions de l'État, d'Emmanuel Macron, qui a décidé de gérer, la manière dont il a géré, c'est pas le sujet de mon intervention là, la crise du Covid, mais ensuite a refilé le bébé financier à la sécurité sociale, et en fait supprime des lits à l'hôpital et des postes de soignants pour rembourser une dette Covid qu'il a lui-même intégralement créée et qu'il refuse d'assumer financièrement. Par ailleurs, cette dette, elle se maintient au quotidien par les logiques de financement, et je conclue là-dessus, de la tarification à l'acte, la T2A, que tu évoquais tout à l'heure. C'est quoi la T2A? Alors, on se rappelle très vite, quand vous faites un acte de soin, eh bien, il a un tarif, il y a une cote, et du coup, c'est ça qui finance forcément, par exemple, de l'hôpital ou d'un autre établissement de santé. Vous avez fait telle prise en charge, tel pansement, telle opération, eh bien, on finance votre établissement de santé. Donc, tout n'a pas la même valeur. Donc, pour que l'établissement de santé fonctionne, il faut se spécialiser dans ce qui a le plus de valeur. Qui peut se spécialiser? Pas les urgences qui accueillent tout le monde. Pas l'hôpital public qui accueille tout le monde et qui doit donc assurer l'ensemble des soins nécessaires pour soigner une population et la protéger. Les seuls qui peuvent en profiter sont les cliniques privées, qui peuvent dire nous conduisons 1, 2, 3 activités, tout le monde est spécialisé dessus, elles coûtent très peu cher parce qu'on fait tous la même chose, économie d'échelle, et nous, on gagne de l'argent par la T2A. Donc la T2A a transféré concrètement du financement de l'hôpital public à l'hôpital privé. Et ce financement, eh bien, nous voulons aller le récupérer. Et un des moments, on va dire, pour le récupérer, je pense qu'il arrive bientôt, c'est le 10 septembre, puisque je pense qu'il y aura, ce 10 septembre en tout cas, il y aura à Toulouse. Alors maintenant, vous vous débrouillez, je veux dire, non mais on vous critiquera si vous ne le faites pas. Mais nous, à Toulouse en tout cas, je pense qu'on va réussir à faire cette jonction entre les gilets jaunes et les blouses blanches. Et cette jonction, pour le service public et pour la santé publique, elle est fondamentale. Elle va faire l'objet des prochaines luttes, parce que ce qui arrive à l'Assemblée derrière, c'est le financement des hôpitaux et de la santé, c'est ce qui arrive dès mi-octobre, et c'est la lutte qu'on aura besoin de mener avec vous, on a besoin que vous nous poussiez, on a besoin de pouvoir dire, regardez, à Redon, c'est des fous, vraiment, que vous lâchez 4 milliards, donc battez-vous, parce qu'on a tous besoin, partout dans le pays, d'aller chercher cet argent, et la bonne nouvelle, c'est que tous les 4, on va aller le chercher.